Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo différente de d'habitude, mais pas une énième vidéo update, parce que faut arrêter. Il y en a trop, faut arrêter de faire des points, faut arrêter de donner des nouvelles. Non, par contre, ce que cette vidéo est, c'est un atelier. Et pourquoi un atelier? Parce que je me suis dit que ce serait utile. Cet épisode est le pilote d'une nouvelle série qui va comporter je ne sais pas exactement combien d'épisodes, mais quoi qu'il en soit, cette série a pour but de vous initier ou de vous donner des clés pour des choses que je maîtrise au moins un peu, vous donner des pistes de réflexion, vous donner des idées sur des concepts, que ce soit de JDR ou de dessin, ou enfin des domaines que j'utilise quotidiennement pour les jeux de rôle, comme Andaria tout simplement. Donc, pour initier cette série, nous allons commencer par un épisode qui va se concentrer sur un élément qui pose beaucoup de questions à des MJ, la façon de créer des règles dans un univers de JDR. Pourquoi faire ça? Parce que des fois, quand vous avez votre propre monde ou que vous voulez faire un JDR rapide qui ne dure qu'une journée, vous n'avez pas besoin d'un énorme système de règles à la Donjons et Dragons où vous avez un manuel de 130 pages à lire, à potasser, à comprendre et à pouvoir expliquer à vos joueurs. Vous avez besoin de quelque chose de rapide, vous avez besoin de quelque chose de simple, qui aille droit au but et qui soit clair pour vous comme pour les joueurs. Il faudra faire quelque chose de concis. Quelque chose de simple, quelque chose de clair. Et pour ça, on va enlever un petit peu de complexité quand même. Je vous demanderai de faire attention, parce que le but ici, bien évidemment, va être de rester très basique. On ne parle pas ici de système complet, qui serait destiné à la distribution à grande échelle, ou même à la commercialisation d'un système de jeu de rôle. Là, on parle juste de quelque chose pour faire vos propres séances, ou improviser même, à la dernière minute, un système de règles, pour une séance que vous n'auriez pas prévue, de personnes qui rentreraient par hasard chez vous, sait-on jamais. La vie est pleine de surprises, dirons-nous. On va donc ici se concentrer sur l'élaboration d'un système que j'appelle personnellement à base aléatoire. Pourquoi à base aléatoire? Parce que la grande partie des réussites et des échecs va relier tout simplement de l'aléatoire, donc d'un facteur qui n'est pas défini par les joueurs ni par leur interprétation, mais bien par le hasard. Et je parle bien sûr ici des dés. Pourquoi des dés? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui, dans le collectif, représente le mieux l'aléatoire et qui est facile à mettre en place. Si vous n'avez pas de dés, de magnifiques dés, comme vous pouvez les voir ici, il y a des dés de toutes sortes qui sont les outils de base du rôliste, eh bien ce n'est pas grave. Il existe quelque chose pour satisfaire vos envies, qui s'appelle la magie de votre portable. Car effectivement, il existe des applications pour lancer des dés, tout simplement, sur portable. Si vous êtes sur ordinateur aussi, il existe des applications pour lancer des dés, pour gérer des dés. Roll20 en est une, mais il y a tout un tas de générateurs de dés qui existent sur internet. Vous avez qu'à chercher 2-3 minutes dans votre moteur de recherche favori, et vous trouverez sans le moindre problème votre bonheur, tout simplement, et le bonheur de vos joueurs par la même occasion. Comme toute solution, le système des bases aléatoires a des avantages et des inconvénients. Je vais faire une rapide liste de ce qu'ils peuvent être, sans rentrer dans les détails bien sûr, parce que ce n'est pas là le sujet de cet atelier. Donc c'est quelque chose qui est simple, facile à comprendre, facile à appréhender. En plus, les joueurs généralement savent ce que c'est qu'un dé, à de très rares exceptions je pense. Ça permet de faire des systèmes avec des valeurs et des concepts très basiques, tout en allant relativement dans le complexe, parce que vous pouvez vous permettre un grand nombre de caractéristiques, des choses très détaillées, avec juste un simple D6 par exemple. Le problème bien sûr de cette méthode aléatoire, c'est que vous avez une immersion un peu moindre de vos joueurs, c'est-à-dire que si vous étiez dans un système complètement narratif, que toutes les actions se jouaient à la narration et non pas au hasard, il y aurait beaucoup plus d'intérêt à développer énormément la description des actions et à faire quelque chose de précis, de très concret pour être sûr que le test réussisse. Là, ça peut donner l'impression aux joueurs que tout se fait à l'aléatoire et dans ce cas-là, ça peut être problématique. Par ailleurs, ça peut également faire penser à un système un peu proche des jeux vidéo et c'est un autre problème pour l'immersion encore une fois.
mais personnellement j'utilise les dés depuis longtemps parce que c'est la méthode que je trouve la plus logique, la plus simple pour les joueurs. Malgré ses désavantages, c'est une solution qui est facile à mettre en œuvre. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire dans cet atelier tout simplement, c'est un petit peu théoriser la façon dont vous allez gérer votre système de dés vis-à-vis de vos joueurs et vis-à-vis de vos personnages à vous aussi. Et première étape, il va s'agir de régler la difficulté. La difficulté, c'est ce qui va faire que votre JDR va avoir une ambiance pesante ou un peu plus détendue. En effet, si vous avez quelque chose de très pesant, très basé sur un haut potentiel d'échec et un faible potentiel de réussite, l'ambiance va être beaucoup plus stressante pour vos joueurs. Tandis que si vous faites quelque chose avec un gros taux potentiel de réussite et un faible taux d'échec subséquent, vos joueurs vont avancer dans une atmosphère plus détendue, plus calme. Mais faut pas tomber non plus dans les deux extrêmes. Si vous tombez dans l'extrême de augmenter la difficulté à fond, là vous aurez le problème que vos joueurs peuvent se sentir découragés vis-à-vis de la difficulté des épreuves. Ils peuvent avoir l'impression tout simplement de ne rien réussir, à aucun moment. Et c'est quelque chose qu'il faut éviter, parce que sinon ils vont très vite se démotiver, très vite se démobiliser vis-à-vis de votre histoire. A l'inverse, si vous allez dans l'autre sens, si vous mettez trop de facilité pour vos joueurs, il ne va plus y avoir aucun challenge. Donc, ils vont perdre cette petite étincelle, ce petit sentiment de « j'ai réussi cette action, c'est bien ». Parce que oui, il faut que réussir des actions, ce soit bien. Pas juste un truc banal. Parce que sinon, si tout ce que vous entrepreniez dans votre vie réussissait, est-ce que vous seriez content de la réussite? J'ai rien d'autre à dire. Au revoir. Ce taux de réussite dont je vous parle tout à l'heure, on va le noter de manière très simple. On va l'appeler le TRT. Pourquoi le TRT? TRT pour taux de réussite théorique. À quoi ça va correspondre? Ça va correspondre à un pourcentage, donc estimé entre 0 et 100. 0 représentera la difficulté maximale, impossible de réussir aucun jet, et 100% tous les jets réussissent. Et en gros, on va tout simplement pour chaque JDR définir ce TRT avant de commencer l'élaboration des règles. Dans la théorie pure, si vous voulez un JDR qui soit basé sur la tension, sur la difficulté, que peu de choses réussissent, vous allez prendre un TRT bas, tandis que si vous voulez quelque chose qui réussisse facilement, qui soit plaisant à avancer, que c'est largement plus pour l'histoire et pour les réactions des joueurs que vous jouez et pas spécialement pour l'angoisse et la pression de certains JDR, là vous allez mettre un TRT élevé, bien sûr. Ce que je vous conseille pour ne pas tomber dans des extrêmes bas ou des extrêmes hauts, c'est d'avoir un TRT compris entre 50 et 70%. Pourquoi ça? Si vous tombez en dessous de 50%, vos joueurs vont être complètement démotivés parce que ça veut dire que moins d'une action sur deux va réussir. C'est très peu, une action sur deux. Si vous faites ça, ils vont se dire que concrètement ce sont vraiment des sous-personnages qui ne peuvent rien faire, qui ne peuvent pas avancer, ils vont laisser tomber. Ils vont partir ailleurs, ils vont devenir boulangers ou que sais-je encore. Mais c'est pas positif. Si à l'inverse vous mettez un taux à plus de 70%, ils vont avoir le syndrome du héros complet, c'est-à-dire qu'ils vont se lancer dans absolument n'importe quoi, parce que de toute façon tout va passer. Hey, un dragon là-bas? Who gives a fuck? I kill him! Donc en deuxième étape, après avoir donc créé ce TRT, on va passer à une étape de fabrication de caractéristiques pour vos personnages, pour vos joueurs, pour vos PNJ. Sur cette phase, il s'agit de vous dire pourquoi est-ce que je vais demander des tests à mes joueurs, à mes PNJ, pour quelles actions en soi. Et de ça va découler les différentes caractéristiques que vous allez attribuer à chacun. Le but va être de déterminer le nombre de stats que vous allez avoir au final. Et cette étape, vous avez plusieurs façons de l'appréhender. Pour la première, vous pouvez tout simplement vous limiter à un certain nombre de caractéristiques prédéfinies. Par exemple, agilité, intelligence, physique, sociale. Bref, un système avec 4 à 6 catégories qui regrouperont l'intégralité de tous les tests que vous pouvez demander à vos joueurs. Sinon, vous pouvez complètement aller dans les détails. Vous pouvez faire une énorme grille avec tout un tas de caractéristiques comme nage, course, saut à l'obstacle, lancer de poignard, lancer de dague, lancer de chope, lancer de bouteille, des choses très pratiques dans les bagarres de taverne, et vos joueurs vous en feront subir. Équitation, que sais-je encore, tout un tas de caractéristiques qui formeront une grille très complexe et très définie,
mais qui restera quand même simple à appréhender étant donné qu'il ne s'agit que de jets de dés au final. Ou alors sinon, un hybride entre la première et la deuxième solution, ne faire qu'une petite liste de stats, agilité, social, et ensuite mettre des modificateurs pour des sous-catégories, comme au final le système qui est utilisé actuellement dans Daria. De toute manière, une fois que vous avez déterminé votre nombre de stats que vous allez avoir dans votre fiche, vous allez pouvoir effectuer un calcul. Et oui, vous allez utiliser votre calculatrice. Cette chose inutile qui ne vous a jamais servi, qu'on vous a fait payer en plus. Et ça coûte cher. Vous allez déterminer le pool de points que vous allez avoir à attribuer dans toutes ces stats. Et pour calculer ça, qu'est-ce qu'on va utiliser? Le TRT. Notre fameux TRT qu'on a défini à l'étape 1. On va donc faire TRT divisé par 100 fois le nombre de stats fois le nombre de phases de dés que vous allez utiliser pour votre test. Si on fait un exemple pour ce calcul, tout simplement, dans un JDR à 6 stats, vous utilisez des dés à 20 faces et que vous fixez un TRT à 60%, vous allez donc faire 60 divisé par 100, multiplié par votre nombre de faces à votre dé, donc 20, fois le nombre de stats, c'est-à-dire 6. De ça, vous tirez un total de 72 points qui sont à attribuer entre ces stats. Petit aparté que je me permets de faire d'ailleurs à ce sujet, une question que vous pouvez vous poser, c'est si vous donnez les mêmes stats à tous vos joueurs ou pas. En effet, si vous mettez les mêmes stats à tous les joueurs, ça peut donner une sensation d'équilibre, c'est-à-dire qu'un personnage ne sera pas plus fort qu'un autre potentiellement, donc il n'y aura pas de jalousie entre les joueurs, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de conflictualité, tout le monde a le même nombre de points de base à attribuer dans ses stats, mais vous pouvez vous permettre un petit peu plus de subtilité aussi. En effet, ce qu'il faut vous dire, c'est que malheureusement, c'est quelque chose qui me peine à dire, mais tout le monde ne démarre pas égal dans la vie. C'est le cas dans le JDR aussi. Certaines personnes vont partir un peu plus privilégiées que d'autres, et donc, de cela, peut découler une petite règle annexe que vous pouvez ajouter pour ajouter de la complexité à votre système de règles. Ça peut être par exemple, dans le cas de notre exemple précédent, le joueur en début de partie lance un dé à 10 faces. S'il fait 1, 2, 3, 4, 5, il va perdre des points dans son nombre de points de base, donc de 72, il va passer à 71, 70, etc. Et s'il fait 6, 7, 8, 9, 10, là il va monter en stats, il ne va pas commencer à 72, mais 73, 74, 75. Et donc, en faisant ça, vous ajoutez une petite dimension à votre JDR qui va être celle de vous dire tous vos personnages ne sont pas égaux à la base, parce qu'ils ont des acquis, par exemple, qu'ils sont tout simplement plus débrouillards, ou certains un peu moins. Il faut tout pour faire un monde. Oui. Un autre détail qu'on peut aussi discuter, c'est est-ce au maître du jeu d'attribuer les stats des joueurs? Est-ce aux joueurs d'attribuer leurs stats? Ou est-ce au hasard de déterminer les stats? Et de cela va beaucoup dépendre la façon dont vous allez envisager la création de personnages dans votre JDR. C'est quelque chose qu'il vous faut réfléchir, c'est juste une piste que je vous glisse là, mais je vous encourage vivement à réfléchir dans ce sens-là. C'est quelque chose de très intéressant suivant le type de JDR que vous voulez faire, comment est-ce que vous voulez le mettre en place auprès de vos joueurs, tout simplement. On va ensuite aborder la question des malus et des bonus. En effet, c'est quelque chose dont je n'ai pas encore parlé jusqu'à maintenant. Vous verrez de toute façon, au fur et à mesure de votre jeu de rôle, que vous aurez des moments où, par exemple, vos joueurs vont se confronter à des difficultés qui sont énormes. Et là, leur système de stats, tel qu'on l'a défini précédemment, ne va pas définir tel qu'ils seront face au danger réel. Par exemple, vous les mettez devant une créature immense, quelque chose de gigantesque, quelque chose qu'ils ne sont pas censés pouvoir réussir à tuer. Tout d'un coup, l'archer de votre groupe sort son arc et dit « J'ai 18 sur 20 en tir à l'arc, je ne peux pas louper. » À ce moment-là, vous pouvez choisir de lui imposer un malus. C'est à vous de déterminer la valeur du malus. Je ne vais pas vous donner de clé là-dessus. C'est à vous de vous dire « Ok, là c'est un test qui est vraiment très difficile à faire pour lui. Je vais lui mettre un malus de 5. » C'est à vous de dire ça. C'est à vous de choisir. Mais sachez que c'est quelque chose qu'il faut faire et dont il faut même abuser. Il faut user et abuser. Mais attention, il faut le faire dans les deux sens. Si vous commencez à accorder des malus, vous devez aussi donner des bonus.
Par exemple, lorsque l'archer du groupe, mettons, il n'a plus 18, cet archer-là est mort parce qu'il a attaqué l'autre monstre là qu'il fallait pas, hein, ce monstre au niveau 1 qu'on lui dit tu n'attaques pas, il est allé l'attaquer, il avait son malus de 5, ben il est mort, voilà. Là on prend un autre archer, il va chasser des lapins, il a une stat de 14 en tir à l'arc. Bah vous lui accordez quelques points supplémentaires pour qu'il puisse tuer son lapin et qu'il puisse fièrement ramener son lapin au camp le soir, parce que c'est par ce genre de petites actions que les joueurs sont souvent contents. Bien sûr, là je vous parle pour le moment des bonus temporaires, mais il faut aussi se dire qu'il peut y avoir des bonus et des malus qui soient définitifs. Tout simplement parce que des bonus définitifs, ça peut être par exemple un camp d'entraînement. Le joueur va voir un entraîneur, va voir quelqu'un qui va l'aider, qui va lui apprendre des choses, vous pouvez lui accorder des points dans sa stat. Une autre chose que vous pouvez faire, par exemple, c'est en cas de maladie, en cas d'empoisonnement, vous pouvez mettre un malus définitif à une stat au joueur. Mais, encore une fois, vous devez vous autoriser cela que si vous mettez des bonus permanents de l'autre côté. Il faut toujours avoir une certaine équité, toujours dans cette idée que sinon le joueur va se désintéresser du jeu de rôle en question, va se désintéresser du truc parce qu'il va se dire le MJ n'est que là pour m'abaisser, pour me descendre, pour m'empêcher d'arriver à mes idéaux. Ce n'est pas le but justement. Pour moi, le but du MJ, c'est celui de raconter l'histoire, certes, mais en laissant les joueurs arriver à leur fin, plus ou moins bien sûr, mais en leur permettant de l'accomplir. Une chose aussi que vous pouvez imaginer, si vous déterminez un taux de réussite critique et si vous déterminez un taux d'échec critique, vous pouvez vous dire tout simplement que vous allez accorder des bonus et des malus en fonction du nombre de réussites critiques et du nombre d'échecs critiques qui auront été faits. Par exemple, imaginons un guerrier court tout simplement vaillamment au combat, et là, il se fracasse la cheville contre une pierre, grâce à un magnifique échec critique qu'il aura fait à son test de course. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est lui mettre un malus à ses prochains tests de course. Parce que, tout simplement, même dans la vie, hein, quand on se brise une cheville, on se demande si elle va vraiment ne pas nous trahir par la suite. Donc, c'est tout à fait normal de mettre un malus dans ce cas-là. Par ailleurs, si votre joueur fait plusieurs réussites critiques, ça veut dire qu'il va se sentir extrêmement confiant dans ce qu'il va faire. Donc dans ce cas-là, pourquoi ne pas lui accorder un bonus? Pourquoi ne pas glorifier le fait qu'il ait fait des réussites critiques? Et donc ainsi prouver que, tout simplement par entraînement, à force de persévérer, il parvient donc à se dépasser et donc à s'améliorer au-delà même de la simple description, ses stats en elles-mêmes. J'espère vous avoir donné des pistes sur la création d'un système de règles très basique. Évidemment, hein, il est concrètement extrêmement basique. J'ai essayé de simplifier au maximum pour tout simplement que ce soit des systèmes qui soient faciles à mettre en place, faciles à être réutilisés dans différentes situations, même avec des joueurs qui sont totalement débutants au niveau du jeu de rôle. C'est des techniques en soi qui marchent tout le temps. C'est des choses, si vous appliquez ça, techniquement, dans globalement aucune situation, vous allez avoir de problème. C'est vraiment des méthodes très simples. Bien sûr, si vous voulez aller chercher des méthodes plus complexes, je ne saurais que vous inviter à aller voir une série de sites de référence que je mettrai dans la description et dont je vous cite un ici parce que je l'ai en tête, c'est-à-dire le Scriptorium, qui vous donnera énormément d'aide pour gérer vos jeux de rôle. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette nouvelle série vous plaît et on va se retrouver tout simplement dans quelques semaines pour une prochaine vidéo. Malheureusement, je ne vais pas être là pendant une certaine période pour cause de vacances et d'examens, mais je reviendrai bientôt et avec beaucoup de vidéos en retard qui vont être enfin publiées. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois. Salut!